Sébastien Waller, vous êtes l'auteur du Bug humain. Et ce que vous écrivez, ça fait évidemment écho chez nous, parce que ça parle de pourquoi est-ce qu'aujourd'hui l'humanité traverse une crise sans précédent, pourquoi est-ce que l'évolution du cerveau humain est dans une impasse qui fait que l'homme détruit son environnement, détruit la planète, détruit l'humanité. Et la première question que j'ai à vous poser, c'est d'où est venue l'idée d'écrire ce livre plein de misanthropie? Un réflexe de misanthrope à ma façon. Je trouve ça fantastique d'être ici avec Jean-Bert Wilson sur ce thème-là, parce que je me rends compte que j'adore cette pièce. Pourquoi je l'adore? C'est parce qu'en fait, Molière nous montre l'être humain qui se regarde en face, dans le miroir. Et c'est indispensable aujourd'hui. Et j'ai écrit ce livre exactement avec ce même souci de me dire, comme vous le disiez tout à l'heure, on est en train de commettre le pire des crimes. C'est-à-dire qu'on est en train de détruire non seulement notre planète, non seulement le règne vivant, mais nous-mêmes, d'accord? Et il y a un moment, il faut arriver à comprendre pourquoi. Il faut arriver à comprendre pourquoi, à la fois, on continue dans des comportements destructeurs, pourquoi, à la fois, on sait très bien quelles seront les conséquences, et pourquoi, à la fois, on continue. Donc, il y a un jeu de duplicité, et je trouve que le regard acide du misanthrope sur l'espèce humaine est indispensable aujourd'hui. Vous dites que l'envie d'écrire ce livre est partie justement après une pétition où plusieurs scientifiques, une centaine, avaient alerté sur l'état catastrophique de la planète. Oui. Vous avez dit, mais tout part de l'homme. Oui, on avait dans le même flash d'information à la radio, cette information sur le fait qu'il y avait une pétition même de milliers de scientifiques qui disaient ça va être la catastrophe, les eaux vont monter de 6 mètres en 2100, c'est des incendies, c'est des migrations de centaines de millions de personnes. Et puis juste après, fantastique, on a signé pour 430 milliards de contrats d'Airbus pour l'Arabie Saoudite, pour je ne sais plus. Et il y avait dans le discours public à ce moment-là une collision flagrante, une incohérence flagrante. Je me suis dit que l'être humain est à la fois d'une intelligence et d'une ingéniosité fabuleuse pour construire ces Airbus, ces smartphones, et à la fois d'une stupidité profonde pour ne pas être capable de réagir en sachant ce qui va se passer. Donc évidemment, le problème est dans l'homme. Et le problème est dans une espèce de défaut fondamental, de capacité de se duper soi-même, de capacité d'incohérence profonde, et vous dites qui est absolument dramatique. Incohérence correspond aux besoins chimiques du cerveau d'alimenter constamment 5 besoins qui sont manger, se reproduire, acquérir du pouvoir, glaner un maximum d'informations et faire le moins d'efforts possible. Voilà, alors je suis allé chercher exactement dans la structure de notre cerveau ce qui pouvait expliquer cette incohérence profonde. Et ce dont je me suis aperçu, c'est qu'en fait, effectivement, il y a l'intelligence, l'abstraction, tout ça, le discours officiel qui est géré par la partie externe du cerveau, qu'on appelle le cortex, cette partie plissée, là. Mais au fond, le désir, hein, ce qui nous fait agir, ce qui nous motive au jour le jour, c'est beaucoup plus profond, c'est enfoui au cœur de notre cerveau, dans cette partie qu'on appelle le striatum, et qu'on retrouve chez d'autres espèces animales, les rats, les chiens, les chats. C'est quelque chose qui vient de très loin dans l'évolution de l'humanité. Et c'est ce qui provoque le plaisir et l'addiction à ce plaisir. Voilà, donc ce striatum nous donne du plaisir quand on fait un certain nombre d'actions. Et malheureusement, elles se comptent sur les doigts d'une main, ces actions-là. C'est effectivement amasser le plus de nourriture possible, de plaisir de manger des choses salées, sucrées, riches. C'est se reproduire, du sexe. C'est dominer les autres. Très très fort stimulateur en termes de dopamine dans notre striatum. Et puis c'est chercher le plus d'informations possible et le plus de confort possible. Et ce qui est fabuleux, c'est de se rendre compte que Lambert a une question. Oui. Où est-ce que vous placez, j'imagine que c'est dans la domination et aussi dans le désir de jouissance, le désir d'acquérir le plus d'argent possible? Parce que moi, c'est une question toujours, je me dis, mais les grands chefs d'entreprise... Pourquoi ils ne s'arrêtent pas? Au bout d'un moment, pourquoi tant de quête d'argent? Pourquoi non-partage? On est en train de souffrir dans cette voie sans issue à cause du non-partage. C'est qu'à un moment donné, on pourrait équilibrer et vivre tous assez bien. Pourquoi l'homme veut absolument... C'est le pouvoir. L'argent, c'est le pouvoir. Moi, je dirais que l'homme a créé avec l'argent le moyen de concentrer ces cinq plaisirs. Le problème de l'argent, c'est qu'il paye tout. Effectivement, c'est d'abord un signe de pouvoir et de statut. Et puis aussi, ça permet effectivement d'acheter ce qu'on veut à manger, de s'acheter du sexe si on veut, du confort, et puis d'avoir accès au maximum d'informations. Donc, pour moi, l'argent, il est au carrefour de tout ça. Mais quand on est Carlos Ghosn, il y a un moment donné, à partir de plusieurs centaines de millions d'euros, et même par an, qu'est-ce qu'on change de sa vie? Qu'est-ce qu'on fait on a quoi? On veut encore une fois, c'est le striatum. Voilà, on veut toujours plus. Pas s'arrêter. Alors, ce qui est fantastique, c'est qu'on s'aperçoit, parce que c'est des études assez récentes qui ont montré que ce système de neurones dans notre cerveau, il est
terrible parce qu'il en veut toujours plus. C'est-à-dire, et l'argent, je pense, est terrible pour ça. C'est-à-dire que quand on donne une stimulation positive à ce striatum, au bout de quelques jours ou de quelques semaines, si la stimulation reste la même, il ne nous envoie plus de plaisir, plus de dopamine. Il y a un émoussement du système. Donc il va falloir augmenter les doses pour reproduire du plaisir et de la libération de dopamine. Et l'argent se prête totalement à ce jeu d'incrémentation puisqu'il n'est que quantité et non pas qualité. Donc, effectivement, par définition, quand on a de l'argent, on en veut toujours plus, sauf à lui donner un sens, évidemment. Mais on ne réfléchit pas au sens. Quand on nourrit ce striatum, on réfléchit sur les 5 grandes motivations. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est de me rendre compte qu'elles expliquaient, panneau par panneau, tous les grands postes d'émissions de gaz à effet de serre à la planète. Aujourd'hui, l'agriculture intensive, énorme émetteur d'effets de serre, ça vient stimuler notre besoin de manger toujours plus. Et aujourd'hui, l'épidémie d'obésité à travers le monde, on meurt plus de suralimentation dans le monde aujourd'hui que de la faim dans le monde. On est sur une espèce de passage à l'addiction alimentaire qui fait partie des catégories psychiatriques aujourd'hui. Parce que notre système industriel permet de nourrir toujours plus ce système-là. Vous dites que le responsable, en gros, si on comprend bien, c'est le striatum qui crée l'addiction au plaisir justement de la consommation et de la surconsommation. Est-ce que la solution peut se trouver dans le cerveau humain aussi ? Elle se trouvera que dans le cerveau humain. Si elle doit arriver. Moi, je ne suis pas forcément très optimiste parce qu'on a une histoire qui remonte à des centaines de milliers d'années. Et ce système neuronal au fond de nous, il s'est mis en place parce que ça a été un instrument de survie fantastique. C'est cette volonté sans arrêt d'accumuler plus, de conquérir du territoire, de conquérir du pouvoir qui a fait que l'espèce humaine a supplanté les autres, a supplanté d'ailleurs d'autres espèces humaines qui existaient en même temps sur la planète à une certaine époque, a maîtriser les sources d'énergie, a vaincu la mortalité infantile. Tout ça, c'est toujours dans cette logique d'avoir toujours plus. Et ce qui a été notre meilleur allié, notre cerveau, est en train de devenir notre pire ennemi. Alors, ça s'est passé sur des échelles de temps telles qu'aujourd'hui, est-ce qu'en 10 ans ou 20 ans, parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps, on est capable de faire à l'envers, à l'accélérer un autre chemin ? Je n'ai pas la réponse, mais je suis tout à fait d'accord avec ce que vous disiez, Lambert Wilson, sur le fait que chacun doit quand même s'interroger, parce qu'effectivement, il y a toujours la question de la politique. Et alors, d'une part, les politiques, à mon avis, ils sont très mal placés pour le faire, parce qu'ils n'ont pas du tout la notion de la temporalité longue. Ils sont pris dans l'instant, dans l'urgence. Ça, c'est quelque chose qui est flagrant. Et alors que les jeunes, eux, c'est un âge où on se pose la question de la temporalité longue, parce qu'on est dans un moment de planification à long terme, d'aspiration à long terme. Donc, il faut les écouter. OK. Mais il faut aussi quand même, effectivement, je suis d'accord avec vous, à chaque instant de nos vies, se dire, est-ce que c'est pas cette espèce d'héritage profond, automatique, parce que ces motivations, ces pulsions sont en grande partie inconscientes. Est-ce que c'est pas ces motivations inconscientes qui font que je vais aller faire les soldes alors que j'ai déjà un habit dans mon armoire, qui font que je vais chercher une berline un peu mieux suréquipée que celle que j'ai déjà dans mon garage parce que ça va me réactiver mon système? Je pense qu'à ce moment-là, se connaître un peu en misanthrope, en ayant un regard au vitriol sur notre cerveau et notre fonctionnement, ça peut nous permettre de nous observer en situation, de se dire, mais finalement, je me crois libre là. Oui, j'ai la société de la liberté totale. Mais en fait, est-ce que je le suis vraiment? Est-ce que je ne suis pas poussé vers ça par des automatismes? Et le réflexe de la liberté de l'individu, à ce moment-là, moi, je crois que ça peut être un sursaut. Et puis, évidemment, la conscience, on entend parler prise de conscience. Est-ce que la conscience est quelque chose d'agissant? Ou est-ce que la conscience est spectatrice? Je pose la question, je n'ai pas la réponse. Et est-ce qu'on peut avoir une réponse dans la chimie? C'est-à-dire, on traite la dépression par la chimie, on traite beaucoup de maladies par la chimie. Puisqu'il s'agit du cerveau, est-ce qu'on peut calmer et rééquilibrer ces 5 désirs fondamentaux par la chimie? Ça, c'est à très court terme. Robert, vous avez lu en moi ce que j'allais poser une question. Ah bon? Sur la, on est en phase. On est vraiment en phase sur la dépression. Est-ce que c'est un bug aussi? Est-ce que c'est notre cerveau qui bug quand on est en dépression? Ah oui, sauf que les causes de la dépression sont largement sociales, sont liées à l'environnement. Mais au bout d'un moment, effectivement, la pression, soit du stress, soit du manque de sens, soit du manque de relationnel, fait que ça se traduit chimiquement dans le cerveau par un manque d'une molécule qu'on appelle la sérotonine, qui joue un autre rôle. Chimiquement, si on voulait bloquer ce système, la dopamine, ça peut se faire, effectivement. Expérimentalement, ça se fait. Le problème, c'est que ça donne une perte totalement d'appétence. Donc ça donne une passivité. Il y a même des personnes chez qui ce striatum est carrément endommagé pour des raisons, pas des AVC ou des intoxications au monoxyde de carbone. Et ce sont des personnes qui n'ont plus envie de rien et qui se laisseraient mourir. Donc malheureusement, c'est la vie. Donc on peut pas bloquer. En revanche, je crois qu'on peut apprendre à le stimuler
avec moins justement avec moins de stimulation, avoir autant de plaisir avec moins de stimulation. C'est tout le domaine de la pleine conscience, avec ces disciplines de méditation, où on peut apprendre à stimuler notre dopamine dans le cerveau, mais avec très peu de choses. Mais ça demande une discipline quotidienne, une discipline mentale, et ça peut porter des fruits. Donc ça pourrait être une voie.